Au sommaire de ce journal, séance de travail fructueuse entre le Premier ministre et les partenaires techniques et financiers. Paul Kabatieba partage la vision du gouvernement en matière de développement socio-économique avec les partenaires du Burkina Faso et qui en retour réaffirment leur soutien au gouvernement et au peuple burkinabé. Nous parlerons de cette concertation dès le début de ce journal. Aux États-Unis, la Californie en proie à des flammes meurtrières. Le président Trump reconnaît le désastre majeur et ordonne une aide fédérale pour les zones sinistrées. Sur le terrain, la bataille contre les feux semble sans fin et le bilan provisoire fait état d'une quarantaine de morts et au moins 200 disparus. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Et nous ouvrons ce journal par le président du Faso qui fait le point de son périple en Europe qui l'a conduit en Norvège, en Belgique, au Maroc et en France, où le chef de l'État burkinabé prend part au centenaire de l'armistice de 1918. Rochmar Christian Kaboré revient surtout sur la distinction qu'il a reçue à Tanger. Le bilan d'ensemble de la mission est jugé satisfaisant par le président du Faso. Nous l'écoutons. Des Africains de tous les pays, y compris de la Haute-Volta à l'époque, ont participé donc à cette guerre. Dans des pays, des villes dont ils ne connaissaient ni le nom, ni rien du tout. Ils se sont battus pour la liberté. Parfois même, ils ont été utilisés sur les premières lignes. Et beaucoup ont perdu la vie, mais n'ont pas forcément eu les droits qui devaient leur revenir suite à cette contribution. Ça a été une occasion également de fustiger un peu l'unilatéralisme, parce que c'est justement le nationalisme exacerbé qui amène ce type de dérapage. Nous sommes allés déjà à Tanger parce que la Amadeus, qui est un think tank de réflexion, nous a invités à participer déjà à un développement sur le thème à l'ère de la disruption, bâtir de nouveaux paradigmes. Et nous avons apporté notre contribution puisqu'il s'agissait de constater qu'à l'ère de l'innovation, à l'ère des changements, à l'ère du digital, il y a des grandes mutations qui sont constatées aussi bien au niveau des affaires, au niveau politique, etc. Ça a été l'occasion pour Amadeus de décerner ce prix que nous avons accepté au nom du peuple burkinabé, puisqu'il s'agit de reconnaître également l'ensemble des efforts que ce peuple fournit dans le cadre donc, du développement du Burkina Faso et dans le cadre de l'amélioration, je dirais, économique et sociale des Burkinabés. Propos recueillis par Moussa Ouedraogo et Ruth Bini Ouattara. Au Burkina Faso, ce sont des concertations visiblement fructueuses hier entre le Premier ministre et les partenaires techniques et financiers. La vision du gouvernement burkinabé en matière de développement socio-économique défendue par Paul Kabatieba semble être partagée par les partenaires au développement du Burkina Faso puisque ces derniers réaffirment séance tenante leur engagement à soutenir le gouvernement et le peuple burkinabé. Le compte rendu plus complet de la rencontre avec Siedi Larehien et Pascal Kané. C'est une rencontre d'échange entre partenaires techniques et financiers et gouvernements sur l'évolution économique et sociale du Burkina Faso. Un cadre de dialogue pour mieux se comprendre et s'accompagner mutuellement au profit des Burkinabés. Les partenaires techniques et financiers, à travers leurs porte-parole, se disent sensibles aux efforts du gouvernement pour répondre aux besoins des populations dans un contexte sécuritaire difficile. Ils saluent particulièrement les politiques mises en œuvre par le gouvernement pour contrer la montée de l'extrémisme violent à l'image du programme d'urgence pour le Sahel. Nous sommes très sensibles au fait que la situation actuelle impacte aussi les populations et vous savez que les partenaires accompagnent à la fois les actions sur le terrain pour être auprès des populations. Et nous sommes aussi en face avec la vision globale du gouvernement, vision qui est déjà portée à travers le programme d'urgence pour le Sahel et le PADEL. Et pour nous, les partenaires, nous voyons cette vision comme vraiment une réponse appropriée en situation d'urgence,
des développements qui nécessitent un cadre sécuritaire, qui voudrait aussi qu'il y ait la cohésion sociale et le vivre ensemble. Donc les partenaires sont engagés autour de ça. C'est l'occasion également de présenter la nouvelle Troïka qui travaillera avec le Burkina en 2019. À l'issue de la rencontre des concertations, les PTF réaffirment leur soutien au gouvernement burkinabé. Les financements des projets et programmes et les appuis budgétaires vont se poursuivre. Par ailleurs, les PTF réaffirment leur solidarité au peuple burkinabé dans ces moments difficiles. Et puis la rencontre gouvernement-secteur privé qui profile à l'horizon. Le rendez-vous se prépare en amont. Une rencontre sectorielle avec les représentants du monde des affaires se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit d'examiner les préoccupations enregistrées lors des échanges régionaux. L'on attend des réponses du gouvernement qu'elle améliore davantage le climat des affaires pour permettre au secteur privé de jouer pleinement sa partition. Salifou Belem, Aruna Mari. Les 26 et 27 novembre prochains s'ouvre à Bourg-de-Lasso la rencontre annuelle gouvernement-secteur privé. Le gouvernement balise ici du terrain avec les représentants du secteur privé. C'est une rencontre sectorielle qui concerne les secteurs d'activité comme le commerce, l'industrie, l'énergie et les mines, les banques et assurances, mais aussi l'artisanat, l'art, le tourisme et l'hôtellerie. La présente rencontre, qui est la première d'une série de 3 témoigne une fois de plus de la volonté du gouvernement de faire du CODSP un instrument de dialogue permanent en vue d'améliorer davantage le climat des affaires dans notre pays et de permettre au secteur privé de créer plus de richesses et d'emplois. Ce face-à-face intervient après les rencontres régionales qui ont permis de recenser 26 préoccupations majeures du monde des affaires, soit 2 préoccupations par région. Il s'agit entre autres de doter les unités de transformation des filières à fort potentiel en équipement dans les régions, mettre en place les mécanismes d'écoulement et de consommation des produits locaux, doter et ou faciliter l'accès des petites et moyennes industries et à des équipements. Ce nouveau format de dialogue s'inscrit en droite ligne du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé adopté en Conseil des ministres le 26 septembre dernier. 2 autres concertations sont prévues, toujours pour accorder les violons avec les autres secteurs d'activité. Le ministère de l'Éducation nationale et les promoteurs d'établissements privés autour d'une même table pour un bilan de l'opération fermeture des établissements scolaires privés non conformes au cahier de charge. Le ministère annonce dans la foulée une relecture des conventions signées entre le gouvernement et les établissements privés pour la prise en charge des élèves affectés par l'État dans les collèges et lycées privés. Paul David Bambara, Omar Zombré pour les précisions. Au total, 649 établissements d'enseignement privé, post-primaire et secondaire en situation irrégulière ont été recensés depuis le lancement de l'opération d'assainissement dans le secteur de l'éducation courant août et septembre 2017. Si 423 établissements ont besoin d'accompagnement, par contre, 226 sont à fermer. Parmi ces établissements fermés, beaucoup font de la résistance. Et cette rencontre entre le ministère de l'Éducation nationale et les promoteurs d'établissements privés a pour objectif de faire, entre autres, le bilan de cette opération. Le ministre en charge de l'Éducation annonce aussi des mesures à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les cahiers de charge. Par exemple, si vous recrutez des enseignants qui ne sont pas autorisés à enseigner, n'ont pas d'autorisation d'enseigner, ou vous faites diriger votre établissement par un directeur qui n'a pas d'autorisation de diriger, ou que vous recrutez par exemple au primaire des enseignants qui n'ont pas le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, donc vous ne respectez pas les cahiers de charges, il y a des pénalités qui seront appliquées. On a demandé au gouverneur d'utiliser tous les moyens, la force aussi, en utilisant les forces de défense et de sécurité pour fermer les établissements qui sont appelés à fermer et qui n'ont pas encore fermé. Pour les participants, ce face-à-face entre les promoteurs d'établissements privés et leur ministère de tutelle est le bienvenu. Nous voulons tous donc un enseignement de qualité et donc si on discute des difficultés, on peut trouver des solutions. J'ai beaucoup apprécié cette rencontre entre le MENA et puis les promoteurs privés. Ça consolide nos liens et puis ça nous permet aussi de nous exprimer. La question des élèves qui perturbent les cours a été abordée. Le ministre se veut ferme. Tout élève qui se fera prendre devra répondre de ses actes
devant la justice. Le ministère de l'Éducation prévoit aussi la relecture des différentes conventions signées avec les structures faîtières de l'enseignement privé. Et puis, cette réflexion pour améliorer les capacités des comités nationaux des pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Objectif, c'est de donner les moyens de jouer pleinement le rôle d'interface entre le SILS et le gouvernement et assurer pleinement les autres missions à eux confiées. Les secrétaires généraux sont donc en concertation à Ouagadougou. La rencontre devrait apporter des réponses qui boosteraient les compétences de ces experts. Yacouba Gamene Tanga Kafando. Ils sont tous des secrétaires permanents des comités nationaux du SILS dans leurs pays respectifs. Avec les autres membres de leurs organes, ils constituent l'interface entre les gouvernements de leurs pays et l'organisation régionale. La rencontre de Ouagadougou vise à faire l'état des lieux du fonctionnement des CONASILS, les comités nationaux du SILS depuis leur création et à élaborer un plan d'action en vue de leur dynamisation. L'interface qui doit suivre les actions et sur le terrain et en rendre compte, capitaliser au niveau du SILS, nous constatons que les organisations ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Donc chaque pays définit comment doit fonctionner son SP-CONASILS. Ça, c'est déjà une première faiblesse qu'il faut corriger. Nous voulons que ce soit organisé. Nous constatons que dans la plupart des pays, les SP-CONASILS n'ont pas de personnel qualifié pour pouvoir suivre les actions sur le terrain. Il leur manque les moyens matériels et logistiques pour faire à bien leur mission. Donc c'est un diagnostic qui sera fait et des propositions de solutions seront données. Il existe un secrétariat permanent du CONASILS dans tous les 13 pays membres de l'organisation, des organes qui ont pour mission d'assurer le suivi et la supervision des projets et programmes du SILS au niveau national, à assurer la participation du pays aux instances statutaires du SILS et à élaborer un bilan annuel de la mise en œuvre des actions du SILS dans leur pays. Autre actualité, le Burkina Faso qui explore plus sérieusement la piste du solaire pour pallier son déficit énergétique peut compter sur ses partenaires. Un vaste programme d'électrification rurale s'annonce en 2019 avec 100 mini-centrales solaires à déployer sur le terrain grâce au fonds vert. C'est le projet Home Solar System qui ambitionne toucher au moins 100 000 ménages. Pour la phase expérimentale, des installations sont déjà faites dans certaines localités. Le ministre de l'Énergie est allé voir tout cela de plus près à Zorgo et dans les villages de Digré et Pinré. Salifou Belem, Draman Dadian suivent la visite pour nous. Le ministre de l'Énergie au centre médical avec antenne chirurgicale de Zorgo. Son centre d'intérêt, cette mini-centrale hybride avec une capacité de 40 kW crête, de quoi améliorer le quotidien des agents et des patients. L'énergie source de développement. Cap à présent sur Digré, à une dizaine de kilomètres de Zorgo. Grâce à cette mini-centrale solaire, l'énergie est désormais à la portée de Pascal. C'est un ouf de soulagement depuis qu'il y a de l'énergie solaire ici. Le marché s'améliore, il y a de l'eau fraîche et j'arrive à charger les batteries des portables. Juste en face de sa boutique, il y aura de l'éclairage public. Et très bientôt, 30 à 40 ménages de Digré seront raccordés au réseau. À Digré tout comme à Pinré. 2 villages du Ganzourgou bénéficiaires du projet test d'électrification solaire par le mini-réseau off-grid. L'entreprise en charge du marché vante les mérites de cette technologie à Monsieur Énergie. Parce que ce sont des appareils qui sont vraiment sécurisés. Une capacité totale de 20 kW à l'extérieur. On a des convertisseurs de 20 kVA. Donc la durée de vie est estimée au tout au plus 20 ans. Pour les panneaux, ça va au-delà, mais pour les appareils, bon, il n'y aura pas de problème en fait. Vu aujourd'hui les coûts en matière donc de DDO, de gasoil, quand nous avons donc le kilowattheure du solaire qui tourne autour donc de 40-45 francs, nous avons une opportunité en or. Le gouvernement annonce l'électrification de 100 000 ménages grâce au projet Solar Home System à partir de 2019. Une année charnière pour le département de l'énergie qui doit déployer au moins 100 mini-centrales solaires en milieu rural sur financement du fonds vert.
Et en culture, le festival de Tanguin referme ses portes en beauté après 5 jours d'activité pour la valorisation de la culture burkinabé dans ses différentes facettes. La 2e édition du Festang aura tenu toutes ses promesses. Les organisateurs reçoivent à la cérémonie de clôture les félicitations et le soutien du président de l'Assemblée nationale, Souleymane Sanou Abdoul Rasmane Zongo. Prestations d'artistes et remises symboliques d'attestation, ce sont là les points forts de la cérémonie de clôture du Tanguin Festival 2018. 5 jours durant, le Festang s'est déroulé autour des activités sportives et artistiques, mais aussi des formations sur le thème jeunesse, éducation, internet et civisme. Et de par le thème de ce festival, nous ne pouvons qu'accompagner ce festival. Parce que lorsqu'il est question de la jeunesse, lorsqu'il est question du civisme, aujourd'hui, nous devons aller dans ce sens. Parce qu'aucun pays au monde ne peut se construire dans l'incivisme. Aucun pays au monde. Et aujourd'hui, nous remarquons, nous voyons sur les réseaux sociaux qu'un enfant insulte un parent. Nous devons nous mettre la main ensemble pour travailler à éradiquer ce phénomène. Le bilan est jugé positif par le président du comité d'organisation. Un succès qui, selon lui, a été possible grâce aux jeunes et aux femmes. Pour cette 2e édition, le Festang a mobilisé plus de 60 000 festivaliers. Ils étaient plus de 160 artistes, confirmés et non confirmés. Au niveau du sport, le Maracana a mis en opposition 22 équipes de 20 joueurs par équipe. 25 matchs drainant chacun plus de 200 spectateurs ont été joués. Au cyclisme féminin, 150 femmes, dont 20 demoiselles, ont mouillé le maillot ce matin. La conférence a accueilli 100 participants. Quelques imperfections ont été constatées, mais le promoteur et le comité d'organisation promettent une meilleure organisation du Festang 3 en novembre 2019. Actualité hors de chez nous, aux États-Unis, les feux qui ravagent la Californie sont parmi les plus meurtriers enregistrés dans ce pays. Des milliers de pompiers sont déployés sur différents fronts, mais les dégâts sont énormes. Avec cela, de nombreuses victimes découvertes dans leurs véhicules carbonisés. Le bilan provisoire fait état d'une quarantaine de morts et 200 disparus. Le président américain Donald Trump reconnaît un désastre majeur et ordonne une aide fédérale aux zones sinistrées. La bataille est rude sur le terrain. C'est une bataille sans fin d'essayer d'éteindre les flammes dévastatrices en Californie. Un nouveau foyer s'est déclaré le long d'une autoroute dans la Simi Valley. Le bilan des victimes bat désormais un triste record. Avec 42 morts et plus de 200 disparus, c'est le pire incendie des États-Unis depuis un siècle. Des milliers de pompiers sont à pied d'œuvre. De forts vents venus du nord-est continuent à souffler sur la région et pas une goutte de pluie n'est attendue d'ici la fin du mois. Nous sommes en alerte rouge météo. Nous nous attendons à subir des vents de 40 km/h, au moins jusqu'à mardi prochain. Notre objectif principal en ce moment, en tant que pompiers, c'est de sauver des vies, ensuite de protéger les propriétés et d'établir des lignes de confinement. Les restes d'une quarantaine de personnes ont été retrouvés, pour la plupart dans la ville dévastée de Paradise, pratiquement rayée de la carte, au nord de Sacramento et près de la ville de Chico. De nombreuses victimes ont été découvertes dans leurs voitures carbonisées, piégées par des murs de flammes. Le président Donald Trump a reconnu le désastre majeur et a ordonné une aide fédérale aux zones sinistrées. Il y a des quartiers entiers qui viennent de disparaître, des rues, des rangées de maisons. Celle de ma fille, de sa belle-mère et la maison de mon mari, toutes les maisons de la rue ont disparu. Depuis un an, la Californie enchaîne les incendies. Au total, près de 100 personnes sont mortes et des centaines de milliers d'hectares ont brûlé. Et puis le retrait de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de l'accord de Genève signé par l'opposition congolaise retient l'attention des éditorialistes burkinabés, ainsi que le procès en acquittement de Laurent Gbagbo à la CPI. Aimé Solange Digma feuillette les journaux pour nous. Procès de Gbagbo à la CPI, la défense de Laurent Gbagbo a plaidé devant la Cour pénale internationale l'acquittement de l'ex-président ivoirien des crimes contre l'humanité dont il est accusé dans un procès qui repose selon elle sur une déformation de l'histoire. Sera-t-elle entendue, s'interroge le pays, qui explique que les avocats de l'ancien président ivoirien fondent leur argumentaire sur la faiblesse du dossier
qui se révèle moins solide que promis. Pour le pays, il est difficile de ne pas voir une dimension politique dans ce procès, même si la justice s'en défend. Mais si d'aventure réplique aujourd'hui au Faso, le juge croit aux mémoires en défense des avocats. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas de preuves contre les deux hommes et qu'on a passé 3 ans de débat, de tournure pour finalement aboutir à l'acquittement et à la libération des 2 figures importantes de la Côte d'Ivoire dans la période 2010-2011. Autre signification selon ce journal, les ayants droit des 3000 victimes devront chercher les coupables ailleurs que sur la tête de Laurent Gbagbo. Bref, on n'en est pas encore là. Écoutons d'abord les juges, leur intime conviction conclue aujourd'hui au Faso. Autre actualité, ça y est, leur jeu irrésistible et favori a repris lance le pays qui explique que les candidats de l'opposition congolaise n'ont jamais été capables du sursaut salvateur à même de provoquer l'alternance. Et pour cause soutien citoyen, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe viennent de se retirer de l'accord de Genève, pourtant perçu comme une initiative qui dénote de leur sens de responsabilité et de leur volonté à mettre en avant l'avenir de la République démocratique du Congo. À l'évidence, Genève ne vaudra pas mieux que Jean Val dira aujourd'hui au Faso. Dommage et on enrage, insiste-t-il, car c'est encore un retour à la case des unions, indique l'observateur Palga. Et dire quand on va les battre à plate couture, ça va se à n'en point finir, invoquant des fraudes électorales réelles ou supposées. Franchement, si ce n'est pas malheureux, conclut l'Obs. Voilà pour les actualités de cette mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.